C'est donc Romain Libaud qui est avec nous, cofondateur de Pivot. Salut Romain. Bonjour Stéphane. Un nom qui rend pas simple la recherche sur Google, si tu vois ce que je veux dire. C'est exact. Parce que quand on cherche Pivot au départ, voilà, on met un petit peu de temps avant de tomber sur Pivot. C'est vrai. C'est une plaisanterie que je fais, mais c'est parce que je l'ai vécu en fait pour aller te chercher, voilà, parce que ça m'intéressait beaucoup. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'on a plutôt une relation directe avec nos clients. Ouais. Donc c'est assez peu probable que les gens qui nous cherchent nous trouvent. C'est pas censé être du B2C en fait, ton histoire. C'est ça. C'est du B2B. Alors c'est du B2B et c'est des nouveaux outils pour les acheteurs. Puis il n'y a pas que ça, Romain. Moi je voudrais qu'on parle aussi parce que c'est intéressant. Hein, alors, à mon avis, tu es peut-être même la troisième génération, c'est-à-dire que on voit bien que les entrepreneurs aujourd'hui autour de la French Tech, les premiers, c'était autour de vente privée par exemple, etc. Hein. Les premiers ont commencé à essaimer, puis les seconds, et vous êtes presque la troisième génération, sortie de Swile notamment, c'est ça aujourd'hui. Et donc, vous investissez vous-même derrière, vous prenez des tickets dans des boîtes, donc on parlera de tout ça. Mais parlons d'abord donc des enjeux des acheteurs qui sont de plus en plus importants et qui portent une partie de la stratégie de l'entreprise. Aujourd'hui, leur cœur de métier historique, ça reste les réductions de coûts. Et c'est vrai que l'inflation a ramené à la une, j'ai presque envie de dire, le métier historique des acheteurs avec les réductions de coûts. Mais enfin, derrière, les sujets sont bien plus complexes. Ils portent en partie la politique RSE de l'entreprise. Ils portent en partie la politique d'innovation de l'entreprise. Ils portent, pour les plus importants d'entre eux, la politique de relocalisation, alors qui est plus celle de l'entreprise, qui est presque une politique de relocalisation nationale. Est-ce que c'est face à l'ensemble de ces nouveaux enjeux que vous vous êtes dit qu'il fallait de nouveaux outils, on va dire ça comme ça, pour les acheteurs? C'est exactement ça, et de manière encore plus pragmatique, c'est lié à l'expérience qu'on a vécue avec mes associés et moi, et moi en particulier chez Swile. Alors Swile, on le rappelle, c'est les tickets restaurants, hein, c'est une boîte qui essaye de se faire, de défoncer le monopole. C'est ça. Et le jour où la situation économique s'est retournée, on a dû regarder au plus près nos dépenses. Ouais. Et aujourd'hui, quand une entreprise veut être profitable de manière assez basique, elle regarde ses coûts et ses revenus. Et là, c'est vrai que l'axe des revenus a été souvent négligé. Et donc, tout ce changement économique, cette inflation et aussi la fragilité des entreprises a aussi amené beaucoup de nouvelles problématiques. Tu n'en as pas parlé, mais il y a aussi la gestion du risque. Aujourd'hui, quand on travaille avec beaucoup de fournisseurs qui sont dans des difficultés financières, ça met aussi à risque sa propre entreprise. Absolument. Et donc, on a recomposition des chaînes de valeur. Exactement. Et donc, on a vu tous les problèmes d'approvisionnement liés à toutes les crises successives. Donc les entreprises ont dû se saisir de cette problématique et on a vu arriver une montée en puissance du rôle de l'acheteur dans une position beaucoup plus stratégique que ça pouvait être par le passé. Et nous, l'expérience qu'on a vécue, puisque un de mes associés, Marc-Antoine Lacroix, était chez Conto. Donc, alors Conto, c'est banque, c'est là aussi où je parle de génération autre fintech. Ce qui est intéressant aussi pour les petites et moyennes entreprises d'ailleurs, ce qui est aussi ta cible, mais on va y revenir après. Et ce qui a été intéressant dans nos deux expériences, c'est qu'on a vécu la même trajectoire d'une entreprise en hypercroissance qui, à un moment donné, se pose la question de la profitabilité. Et à l'époque, on a regardé les outils qui existaient et on s'est dit qu'il y avait un gros décalage entre le niveau de maturité d'une entreprise qui doit se poser ces questions-là et ce qui existait sur le marché. C'est ça. Et notre fibre entrepreneuriale nous a fait voir cette opportunité. Alors, ce qui existe dans le marché, c'est effectivement des gros outils qui sont en fait liés aux ERP. On va le dire comme ça, évidemment, SAP, etc. et tout, mais qui ne sont pas designés acheteurs. Il y a quand même un Américain qui s'appelle Coupa, qui est, alors je ne sais pas d'ailleurs quelle est sa part de marché, moi je sais que les acheteurs en parlent sans arrêt, donc je pense qu'il a une part de marché assez importante. C'est clairement le leader mondial. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Lui aussi, il est un peu trop lourd, il est fait pour les grosses boîtes, il est fait pour les grosses structures. Le principal problème des acteurs historiques, c'est que c'est des solutions qui ont mis plusieurs décennies à se créer. Ouais. Et donc, ils ont empilé des couches et des couches de fonctionnalités, des rachats, et ça en a créé des logiciels très puissants, mais aussi très compliqués. Et aujourd'hui, c'est impossible de travailler avec une solution comme celle que tu as citée sans passer par un intégrateur. Donc, en fait, on ne peut pas
mettre en place cet outil et avoir des résultats avant 8, 9, 12 mois. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a tout un projet de conduite du changement, de formation de toutes les équipes. Donc, c'est des projets qui sont très lourds et qui sont plus adaptés à des boîtes du 440, des Fortune 500. Même pas. Hein. Et nous, tu sais, si elles pouvaient se passer de cette étape de conduite du changement, elles s'en passeraient avec bonheur et plaisir. On aimerait bien remplacer, même sur le segment Enterprise. Là, aujourd'hui, on a un bien meilleur fit, une bien meilleure accroche avec des entreprises plus modernes, on va dire. Et notre ambition, c'est de pouvoir remplacer Coupa, effectivement. Donc, c'est quoi l'idée ? C'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus intuitif ? Exactement. En gros, ce qu'on a vu beaucoup dans les entreprises qu'on a interrogées avant de construire Pivot, c'est qu'il y avait un enjeu de contrôle des dépenses et de toute la chaîne d'approvisionnement. Ouais. Et ce contrôle, il apportait toujours énormément de bureaucratie. Ouais. Et la citation qu'on avait souvent, c'est « les collaborateurs ont des besoins d'achat récurrents, fréquents, mais pas quotidiens. Et donc, en fait, ils doivent constamment réapprendre le fonctionnement de l'outil qui leur permet de gérer leur budget et leurs dépenses. Ce qui fait qu'au final, ils vont demander à quelqu'un de l'équipe finance, est-ce que tu peux me réexpliquer comment ça marche ? Et donc, ça crée une inefficience globale qui est catastrophique dans la productivité et la vélocité de l'entreprise. Mais là, tu sais que tu auras un problème avec les grandes entreprises, parce que ça marche avec les PME, parce qu'effectivement, les collaborateurs, s'ils peuvent acheter en direct, tout le monde sera ravi. Dans les grandes entreprises, les acheteurs, ils ont envie, pour de bonnes et de mauvaises raisons, mais aussi pour de bonnes raisons, de garder le contrôle quand même sur l'ensemble des achats. C'est vrai, mais il ne faut pas penser que, même dans les petites entreprises, et on ne veut pas mettre de contrôle, il y a aujourd'hui un shift, un changement complet qui s'est opéré sur la décentralisation des dépenses. Ouais. Et aujourd'hui, les entreprises mettent en place des politiques d'achat qui sont beaucoup plus fines pour déléguer des décisions d'achat à des managers de proximité qui sont beaucoup plus pertinents sur leur budget et leur scope pour prendre des décisions. Et par contre, quand il y a des sujets stratégiques avec de la gestion de risque, etc., là, on implique les acheteurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu souvent passer de rien à tout. Et ça a créé énormément de goulots d'étranglement auprès de toutes les fonctions support, le légal, la sécurité, la compliance et évidemment les acheteurs. Et donc nous, aujourd'hui, une des fonctionnalités clés de Pivot, c'est de pouvoir dire, vous allez diriger les demandes d'achat uniquement quand c'est pertinent, aux bonnes personnes et au bon moment. Ça ne sert à rien d'impliquer les achats si le juridique va dire non, c'est hors de question de travailler avec eux parce qu'ils ont une politique de gestion des données sensibles qui n'est pas la bonne, etc. Et donc, en fait, vraiment notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans l'optimisation de la profitabilité, mais sans créer de bureaucratie. Parce que la bureaucratie, ça tue les entreprises. Comment est-ce qu'on s'attaque à un sujet pareil ? C'est-à-dire, j'ai bien compris, hein, effectivement, le moment du Covid et tout. Moi, je me souviens du directeur financier de Blablacar qui me disait, mais on a réalisé qu'en fait, on ne savait absolument pas combien on dépensait tous les jours. Ouais. Énormément d'entreprises. Tout le secteur aéronautique a réalisé qu'en fait, c'est quoi une journée d'une entreprise, par exemple, très importante, avionneur et équipementier de rang 1 comme Daher, c'est quoi une journée ? Mais en fait, je ne le sais pas vraiment, parce que de toute façon, l'argent arrive tout le temps. Donc ça, oui, j'ai bien compris la rupture. Mais derrière, il a fallu quand même partir de zéro. C'était parti de zéro pour monter une suite logicielle autour des acheteurs. Enfin, c'est une ambition très, très importante, je trouve. Voilà. On savait avec mes deux associés qu'en quittant nos entreprises, en se relançant, et c'est aussi la chance qu'on a de lancer une entreprise en étant un peu plus âgé, c'est qu'on sait ce qui nous attend. Et donc là, on savait qu'on partait au moins pour 10 ans. Et donc, on a choisi un sujet qui rassemblait plein de caractéristiques où on savait qu'on allait être stimulé et excité par ce sujet pendant au moins 10 ans. Et ensuite, la chance qu'on a, c'est qu'on a vécu des expériences de création de produits et de prise de marché avec Conto dans les banques pour les SMB, Absolument. Et avec Swile dans les avantages pour les collaborateurs. Et donc, on a vécu déjà cette expérience d'arriver dans un marché très vieux, avec des acteurs très bien installés, et de démarrer avec rien. Et donc, on a réutilisé les repères et l'expérience qu'on a eue pour le mettre en application dans un autre marché qui nous semblait
avoir un time to market pertinent. Et qui est d'autant plus pertinent parce que dans ta logique en fait de Swile, on pouvait aller vers les RH, mais les RH sont en fait déjà largement pourvus, voire même embouteillés de solutions qui sont des solutions modernes. J'avoue que sur les acheteurs, et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, parce que j'ai trouvé ça assez dingue comme pari, sur les acheteurs, on ne se bouscule pas. C'est vrai. Et l'autre, pour compléter la réponse, l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, le marché, il est organisé avec des solutions qui font tout des all-in-one. Ouais. Et nous, on a proposé une solution qui est très modulaire. Donc en fait, quand on parle avec un client, c'est toujours compliqué de lui dire on va résoudre un problème de bout en bout pour toi, parce que tout de suite, il se projette dans quelque chose de long et compliqué. Nous, on arrive et on lui dit, voilà, il y a un problème que tu as tout de suite. On peut résoudre de manière immédiate un caillou dans la chaussure avec une création de valeur très court terme. Et ensuite, après, une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, on peut là déployer beaucoup plus de valeur, mais avec un effort à fournir pour l'entreprise qui est mineur, puisque tout est déjà installé dans le système d'information. Sur ces enjeux que je décrivais, j'en ai oublié même encore un, c'est presque en fait le volet RH, puisque on se rend compte qu'aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'open talent, enfin l'ensemble de l'entreprise élargie, les freelances auxquels vous devez faire appel, c'est bien souvent en fait les acheteurs qui passent les contrats et assez rarement les RH. Donc il y a énormément aujourd'hui de responsabilités autour des acheteurs. C'est quoi ? C'est des modules particuliers. Je pense par exemple à la transition énergétique, calcul du CO2 sur une commande, des choses comme ça. Exactement. C'est ça. En gros, on a toute la chaîne de valeur d'un projet d'achat jusqu'au paiement d'un fournisseur. Donc c'est jalonné par, en fonction de la criticité du fournisseur, plein d'étapes, et donc on va orienter la demande en fonction de la complexité et de l'enjeu, mais en fait on crée de la valeur à chaque étape, puisque au début il y a la définition d'un projet d'achat qui est plus articulé autour de la stratégie de l'entreprise. Ouais. Ensuite, après, il peut y avoir des enjeux d'évaluation des fournisseurs sur des critères financiers, de sécurité ou d'impact environnemental ou social, et ensuite il y a toute la relation avec le fournisseur. Tout le monde a déjà vécu ces situations où j'ai une très bonne relation avec un fournisseur, mais qui se dégrade parce qu'il n'est pas payé, ou on ne l'a pas payé parce qu'il n'a pas envoyé la bonne facture. Et en fait, nous, tout ça, aussi évident que ça puisse paraître, on le rend très simple, qui fait que tout le monde peut être très autonome, parce qu'il n'y a pas de valeur à mettre un comptable fournisseur au milieu de tout ça, qui va simplement envoyer des mails pour répondre à des questions qui devrait être accessible en self-service par tout le monde. Sachant que la facturation électronique déboule là-dedans, alors elle prend un peu de retard, mais enfin, elle va venir. Et donc, c'est peut-être aussi une occasion, je ne sais pas si vous aviez ça en tête, mais pour les entreprises, c'est une occasion de toute façon de revoir la base fournisseur. Et ça va être une occasion peut-être de repenser complètement le processus que tu décris, qui s'appelle P2P dans les entreprises. Exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Mais beaucoup d'entreprises à qui on a parlé au tout début, une question qu'on leur posait, c'est combien de fournisseurs vous avez ? Et une entreprise sur deux ne connaît pas la réponse à cette question. Ouais. Et donc, en fait, ils se rendent compte qu'ils ont créé énormément de dettes dans leur relation fournisseur, qui crée aussi beaucoup de risques associés. Absolument. Et nous, on est là pour les accompagner à mieux gérer tout ça. Un mot, Romain, parce que tout ça tourne très vite, sur ton activité d'investisseur. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est quoi les clés en ce moment pour investir intelligemment ? Parce que ça nous donnera les pistes dans lesquelles en ce moment se dirige l'innovation. Non, pas pour investir, mais savoir ce qui se passe en termes d'innovation. Pas de conseils en investissement. Non, voilà, non, absolument pas. Non, et puis toujours, de toute façon, le conseil, c'est toujours le même, c'est l'entrepreneur. C'est voilà. toujours une question d'équipe. T'investis sur une équipe. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. Moi, je pense effectivement que je fais partie d'une génération d'entrepreneurs. Je m'en rends bien compte parce qu'aujourd'hui, je parle à des gens et je peux utiliser des références. Je peux parler de Loïc Lemer et certains me regardent avec des yeux ronds. C'est ça. Et je me rends compte qu'effectivement, il y a eu plusieurs générations. Et moi, aujourd'hui, je le fais vraiment pour la transmission et accompagner la génération d'après. Et aussi parce que tu es toujours le vieux de quelqu'un. Et donc, pour moi, c'est important de rester proche des générations d'après, ouais. Parce qu'elles ont toujours un regard qui est différent d'une autre. Ouais. Et donc, je trouve que c'est toujours très riche d'apprentissage. Et je suis très humble sur l'expérience que j'ai eue et l'apprentissage qu'on a et tout ce qui nous reste aussi à apprendre. Et même si c'est des gens qui n'ont pas déjà créé des boîtes avant, ils ont une vision du monde qui n'est pas la nôtre et qui, de toute façon, apporte beaucoup de richesse. Et donc, on a vraiment un échange. Moi, je fais toujours
si je crois dans l'équipe, dans le projet, si c'est un sujet qui m'anime, mais surtout si je sens qu'on va avoir la capacité d'avoir un échange. Donc j'aime beaucoup la confrontation. Je comprends. Et si je sens que c'est des gens qui ont beaucoup de conviction sur ce qu'ils font, c'est ce qui me donne envie d'investir dans la société. Et si effectivement tu es parti pour 10 ans, puisque tu nous dis que tu es parti pour 10 ans au moins avec Pivot, et ce que j'ai bien compris sur même encore le design, la fabrication de Pivot, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser doubler d'une certaine manière par des innovations qui surgiraient et où tu n'aurais pas les capteurs pour en envisager la portée, quoi. Bon, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, Romain. Merci d'être venu nous voir. Romain Libaud, donc, qui nous accompagnait sur Bismart.